Je rappelle que nous avons traité, bien évidemment, ce cours d'optique géométrique pour les filières SMA, SMP, SMC, et nous enregistrons pour la première fois une séance en direct pour les étudiants qui n'ont pas pu accéder à ce cours aujourd'hui, vu que c'est une période de veille de vacances. Donc nous avons fait le dioptre plan, et maintenant je vais juste rappeler deux choses. La lame à face parallèle et le prisme. Ça sous-entend que dans les travaux dirigés, vous avez un problème sur le prisme, la série 2, et la série 3, on est en train de préparer un exercice sur la lame à face parallèle. Après, on va surtout réserver 1 heure pratiquement pour traiter tout le dioptre sphérique avec les applications. Donc la lame à face parallèle, grande 2, c'est toujours chapitre 4. La réfraction de la lumière. Donc, grand 1, c'était le dioptre plan. Grand 2, la lame à face parallèle. Alors, en fait, la lame à face parallèle, c'est les petits bouts de verre que je traînais à chaque fois quand je venais dans les cours. C'est une lame qui a deux faces qui sont parallèles. C'est-à-dire, c'est une lame qui est constituée par association de deux dioptres plans. Donc, on peut donner la définition. Petit 1, donc définition, c'est l'association de deux dioptres plans séparés par un milieu d'indice différent que le milieu d'entrée et le milieu de sortie. Donc, elle est caractérisée par ce qu'on appelle l'épaisseur, E, et son indice, N. On va considérer pour les besoins de ce cours la lame à face parallèle en verre placée dans l'air, sachant que nous pouvons avoir des lames à face parallèle qui sont par exemple formées par un indice N, mais qui plongent dans un indice N'. D'accord? C'est ce que je vais essayer de vous donner en travaux dirigés dans la série 3. Mais là, on va, pour le besoin de cours, on va établir les formules, c'est la même chose. On va établir les formules, mais à partir tout simplement du lame à face parallèle qui plonge dans l'air. Bien évidemment, c'est une lame composée de deux dioptres, et comme un dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique, on ne peut pas non plus avoir le stigmatisme rigoureux. Donc, si je parle du stigmatisme, il n'y a pas de stigmatisme parfait, mais on va essayer de travailler dans les conditions de Gauss. Bien. Alors, formation d'image, ça va être 3. J'ai rappelé que je survole la lame à face parallèle, parce que vous allez la traiter bien détaillée dans les travaux dirigés. Donc là, je vais donner les grandes lignes, je vais vous expliquer le principe, comment vous démontrer, et vous allez sur la série 3 pour faire les détails. Alors la formation, je prends tout simplement, je suppose que la lumière arrive de la gauche vers la droite, et je suppose un objet lumineux A qui se trouve dans le milieu où la lumière entre. C'est ce qu'on appelle le milieu d'entrée. Et celui-là, c'est le milieu de sortie de la lumière, parce que j'ai une réfraction, donc la lumière va pouvoir passer de l'autre côté. Je n'ai pas du tout de réflexion. Alors, je prends un point A et je considère un rayon incident AI. I, c'est le point d'impact sur la surface et je vais chercher son image. Bon, bien évidemment, ce n'est pas la peine de vous dire que N est d'office est supérieur à 1. Donc, je passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent et la règle de Descartes me dit que je m'approche de la normale. Donc, je vais tracer ma normale. Je vais considérer l'angle d'incidence I et la direction d'incidence en pointillé et je vais m'approcher, ça veut dire l'angle va être plus petit. Je l'appelle petit r. C'est bon? D'accord? Ensuite, j'appelle le dioptre D1, c'est l'entrée. J'appelle le dioptre plan D2, c'est la sortie de la lumière. Et j'arrive en un point qui s'appelle J. Donc en fait, je peux considérer que ma lame à face parallèle, j'utilise cette notation LF parallèle, c'est tout simplement équivalent à un dioptre D1 plus un dioptre D2. Donc c'est comme si vous avez tout mis en dioptre plan. Ça s'appelle une lame à face parallèle, mais en fait ce n'est que des dioptres. Et je vais voir si vous avez retenu la séance passée, si vous avez vraiment retenu ce que c'est que la formule de conjugaison dans les conditions de Gauss, parce qu'on va s'en servir, mais la difficulté réside où placer les indices, où choisir les A et les A', ça veut dire l'objet est
et l'image. Parfait. Donc, j'arrive au point J, et au point J, je fais une deuxième normale. Rappelez-vous que l'angle qui se trouve R ici et cet angle, ce sont des angles internes-alternes. Ça veut dire les mêmes. Très bien. Donc cet angle-là, ça veut dire petit r. Et du coup, donc l'incident IJ, il arrive avec une incidence est égale à petit r. Et donc il va sortir quelque part parce qu'il sort d'un milieu plus réfringent vers moins réfringent. Lui, il s'écarte de la normale. En général, la première question qui est donnée, qui est supposée, comment l'émergent, on appelle le rayon émergent, c'est un rayon émergent, comment ce rayon émergent va-t-il émerger? Comment il va sortir? Oui, on le sait, quand on regarde de loin, ce n'est pas parce que j'ai fait parallèle, mais on va le montrer. D'accord? On va montrer que le rayon incident et le rayon émergent, c'est des rayons parallèles. D'accord? Alors, je vais écrire, pour la démonstration, en I, j'écris la loi de Descartes. J'ai 1, c'est le milieu, c'est l'air. Sinus I égale N sinus R. Donc 1 sinus I égale à N sinus R. Mais en J, j'ai N sinus R égale à 1 sinus alpha. Je vais appeler cet angle alpha parce que je ne le connais pas. Je vais le montrer. C'est la raison. Alors, de ces deux relations, j'ai N sinus R là et là. Donc, je tire que sinus I égale sinus R. Alpha, pardon. Et puisque je suis entre 0 et puis sur 2, et que je me permettre d'écrire que I est égal à alpha. Et donc, si vous avez un incident qui arrive avec I et qui sort avec I, eh bien, le rayon incident et le rayon émergent, l'incident est parallèle au rayon émergent. C'est la première propriété de la lame à face parallèle. Je vais vous donner une deuxième propriété, sachant qu'en TD, on va vous donner beaucoup plus que ça. Donc, on va démontrer, tout simplement, la position de l'objet par rapport à la position de l'image. On va le faire, et en TD, je vais vous donner des TD. L'indice d'entrée n'est pas l'air. Vous aurez un indice N, et la lame, c'est un indice N', et vous verrez que les relations ne sont pas très différentes, mais il suffit juste de connaître votre dioptre plan. Alors, la deuxième propriété, c'est ça. Donc, comment on va calculer ça? Comment on va trouver la relation entre A et A'? C'est la relation de conjugaison de la lame à face parallèle. Réfléchissez. La lame à face parallèle, en fait, c'est quoi? C'est une association de deux dioptres. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle la composition des images. Je prends un objet, je dis voilà son image. L'objet, il passe par le système 1, j'aurai une image intermédiaire. Il passe par l'image intermédiaire devient un objet, ça passe par le dioptre 2 et j'ai une image finale. Et je vais appliquer la relation de dioptre et je vais voir cette relation, je vais la calculer. Alors, je prends un objet réel qui donne une image A' que je ne connais pas, je vais la trouver, et je dis que à travers le dioptre D1, j'ai une image intermédiaire, cette image donne une image à travers D2 qui est A'. Et donc je vais utiliser combien de fois la relation de conjugaison? Je vais l'utiliser, mais chez 3 fois, 2 fois, tout simplement 2 fois. Alors on va écrire les relations de conjugaison. J'ai uniquement cette partie qui est encore libre. Après, je vais m'arrêter pour effacer. Est-ce que quelqu'un peut me donner la relation de conjugaison entre l'objet A et l'image A1? Alors, je vais la représenter. C'est très important, on va faire la construction. Je la fais en vert. Donc, j'ai un rayon AI qui se réfracte en IJ. Je prends un deuxième rayon, ici. Et je prends ce point, je l'appelle le point H, 1, parce qu'il se trouve sur le dioptre D1, et il va passer parce que Descartes, I égale 0, I' égale 0, ou la R égale 0. Il ne change pas de direction, merci. Et quand il arrive là, il va passer comme ça, et j'ai ce point qui s'appelle H2. En fait, oublions, je vous demande s'il vous plaît, d'oublier D2. Concentrons-nous sur D1. Ça veut dire,
Celui-là, il sort à une incidence normale. C'est le AH1, H2, etc. C'est toujours 0 ici. Et celui-là, il me donne ce premier. Oublions des deux. Mais ce premier, si je fais son prolongement comme ça, il va forcément me donner un point ici qui s'appelle l'image intermédiaire A1. Juste à retenir, puisqu'on est dans une séance de cours, pas une séance de TD, que les images A1, ce sont des images intermédiaires en optique géométrique qui n'ont aucun intérêt. Ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est juste trouver le final. D'accord? C'est très important. Tu es là. D'accord. Bien. Je vous assure, ce genre de choses, on les donne assez souvent dans des contrôles. Les étudiants, ils ont du mal à les faire. Ce sont des choses simples. C'est du cours, mais on peut faire un exercice. Ce qu'on fait, c'est qu'on change l'indice de n, on met un autre indice ici, on bidouille un petit peu, mais en fait, le principe est le même. Quand on a bien connu son dioptre plan, on ne peut pas se tromper. Est-ce que vous suivez? Bien. Alors, je reviens au calcul et je vais dire, entre l'objet A et l'image A1, j'ai un dioptre D1. Premièrement, je vous conseille, dans une feuille de brouillon, écrivez ce que c'est que la relation de conjugaison. Je vais l'écrire ici, en vert. C'est H A', je vais l'écrire dans le cas général, égal à HA sur N. Ça, c'est la relation dans les conditions d'approximation de Gauss, parce que je considère aujourd'hui la relation de Gauss. Si je ne donne pas cette indication, ben, il faut la donner en fonction du cosinus I'. D'accord? C'est clair, on en a discuté la semaine dernière ou la séance passée. Alors, je vais dire que A me donne A1 à travers D1. La projection orthogonale ici, c'est H1. Je ne vais pas travailler avec H parce que je considère le dioptre D1. Alors, qui peut me donner la relation de conjugaison? Cette relation m'est appliquée au dioptre D1 avec un objet A et une image A1. Vous faites là, hein? Alors, premièrement, je vais l'écrire. Je vais faire H1 A1, mais sur quoi? D'abord, la relation, elle est là. On divise par N'. Mais N', je vous ai dit ça, N', c'est l'indice du milieu par où est venu le rayon qui m'a permis d'avoir A'. Et N, c'est l'indice du milieu qui m'a permis d'avoir l'objet. C'est comme ça qu'il faut raisonner. D'accord. Donc, A', donc il ne vient pas de ce milieu. Regardez, il est par pointillé, il vient de ce milieu. Je divise par N. Égal à H1. A, bien évidemment, c'est 1. Est-ce que tout le monde a compris? Oui ou non? Oui? Bien. Cette relation, on l'a déjà traitée. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire cet indice? C'est l'indice qui m'a permis, dans le dioptre, d'avoir cette image. Et celui-là qui m'a permis d'avoir l'objet. C'est comme ça. Je vais faire la même chose. J'ai une image A1. Mais cette image, est-ce qu'elle vient de ce milieu? Elle n'est pas réelle, donc elle n'est pas de ce milieu. Regardez les pointillés. Elle vient de ce milieu. Donc c'est N. Ce n'est pas le N de la formule. Le N', il est devenu N. La formule, elle est vague, elle est générale, c'est du cours. Mais en application, l'équivalent d'N' ici, c'est N. Est-ce que c'est clair? Parfait. Et bien sûr, j'encadre la relation et j'écris relation 1. Maintenant, je vais considérer, j'oublie le dioptre D1, je vais considérer que A1, c'est l'objet. Et A', m'indice. On va la rechercher. Alors, l'image, elle est construite à partir du dernier rayon qui émerge. Ça veut dire ce rayon qui va dans ce sens. Si je fais son prolongement comme ça, il se croise avec le rayon qui descend à 1 comme ça, et je vais trouver l'image après. Est-ce que tout le monde a compris la construction? Vous êtes obligé de savoir comment on construit dans le cas où vous aurez quelque chose de ce genre, y compris TD ou un contrôle. 2, vous êtes censé faire la démonstration pour trouver A'. Et nous sommes en train de faire les deux. Alors j'écris donc A1 qui devient objet pour D2 me donne A'. Et je vais, bien évidemment, ici la projection n'est plus H1. Je ne travaille plus avec le dioptre D1. Je me focalise sur mon système 2, c'est le dioptre
des deux. Donc je vais écrire H2A', H2A' sur, ben je vais regarder, Miningay, 1. C'est la première fois que les étudiants suivent parfaitement ça, parce qu'on est allé doucement dans le processus. Excellent. C'est 1 égale à H2A1 sur, bien évidemment, si c'est pas blanc, c'est noir, N. Et je vais encadrer et je vais mettre la relation 2. Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué, c'est pas sorcier. Vous avez AA', vous avez châle. Écrivez châle et le tour est joué et vous avez fait un exploit, c'est que vous avez démontré la relation de conjugaison. Ça nous a pris châle, 15 minutes maximum. Mais on est une masse d'étudiants, donc c'est pas évident de le faire. Avec 3 ou 4 étudiants, ça passe comme sur des roulettes. Alors, je suis obligé d'effacer, désolé, ici. Parfait. Je laisse le schéma. Alors, en fait, je veux AA'. N'allez pas chercher toujours loin. C'est toujours des relations de conjugaison. C'est toujours des relations de châle, des triangles semblables, etc., etc. Donc, c'est A à 1. H1, vous avez raison. Plus H1, H2, plus H2, H2 ou hashtag H2. Je rigole. Alors, bien évidemment, ça c'est l'épaisseur. Et AH1, je la tire de cette relation. AH1, c'est A1, H1 sur N. C'est l'inverse. J'ai la relation de conjugaison du dioptre D1 qui me donne H1A. Moi, je veux AH1. Donc, c'est A1, H1 sur N. Donc, c'est A1, H1 sur N. Plus, ensuite, H2A'. H2A', direct, égale H2A1 sur N. Plus H2A1 sur N. Je rappelle que je suis là. C'est ça? Bien. Alors, je vais enlever le schéma parce que comme ça, il nous dérangera moins. Parfait. Et voilà ma relation. Bon, je continue. Égal. Sachez que je suis en train de déterminer AA'. Bon, A, H1 plus H1. Oui? Kenshi, où ça? H2A', c'est H2A1 sur N. Mais chi, c'est pas fois N, c'est sûr. La relation devant vous, elle est là. Vous êtes... D'accord, donc ça fait... Regardez cette relation. Donc ça fait 1 sur N. Non, tout est bien. Tout est bien. 1 sur N, A1, H1, plus H2, A1, plus E. Mais je vous demande de mettre ça le premier. Et vous mettez ça le deuxième. C'est la relation de châle. C'est H2, H1, qui n'est autre que moins E. Et donc, en définitive, A2 est égal E moins E sur N. Donc, c'est E, facteur de 1 moins 1 sur N. Donc, A', c'est la relation qui lie l'objet et l'image, et l'épaisseur et l'indice, et ça s'appelle la relation de conjugaison, une des relations de conjugaison des lames à face parallèle dans les conditions d'approximation de Gauss. C'est bon? C'est bon? Bien. Alors, comme je l'ai rappelé, les lames à face parallèle seront traitées en détail comme problème de travaux dirigés. Je vais vous dire ce qu'il faut encore calculer, parce que exactement ce qu'on appelle le déplacement latéral, merci. Ce déplacement latéral, donc si je prends la lame à face parallèle,
si je prends un rayon incident, qui va faire ça, ensuite il va sortir parallèle, celui-là est parallèle à celui-là, D2, D1, l'épaisseur c'est ça, l'indice I, J, H2, H1, A, et je peux noter R. C'est la lame à face parallèle. Il y a une autre relation que vous allez faire en travaux dirigés, je ne vais pas la donner, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le déplacement latéral. En fait, si vous regardez ce que je faisais avec le laser et la lame que je ramenais, quand je projette le laser sur la lame, ben, il sort parallèle. Mais il ne sort pas dans la même, c'est la même direction, ce n'est pas la même droite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit déplacement et il sort. Il fait izaha tout simplement. OK? Donc il va partir comme ça, se déplacer et il va sortir. Nous, on calcule ce déplacement. Donc on va prolonger celui-là. Et on va noter cette distance qui est là. K. Et on va noter IK. C'est petit d. Ça s'appelle le déplacement latéral. Très bien. Vous allez le faire en application dans les travaux dirigés. En fonction de sinus de I, de R, de sinus I, moins R, etc. Ça se calcule, pas de souci. C'est le déplacement latéral. Il y a autre chose, c'est que pour la lame à face parallèle, le grandissement est toujours égal à 1. Bien sûr, si vous voulez qu'on fasse une application rapide, je vais le faire juste à côté. Je prends une lame à face parallèle, je prends un objet, s'il vous plaît, essayez de suivre un petit peu comme ça. Je prends un objet et je vais essayer juste quantitativement de savoir où se trouve l'image. Donc bien sûr, ça c'est l'épaisseur, ça c'est l'indice, ça c'est H1, ça c'est H2, etc. Qu'est-ce que je fais pour trouver l'image de B? J'ai besoin de 2 rayons. Je prends le premier rayon qui est celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va partir, se réfracter comme ça. Ça, c'est pas la peine de le faire. Il va sortir parallèle à l'axe principal. Je prends le deuxième rayon qui est là. Regardez ce qu'il va faire. C'est une construction géométrique, il faut se méfier parce que vous aurez des constructions géométriques. Donc la direction d'incidence, c'est ça. Lui, il va s'approcher de la normale. Ensuite, il va sortir parallèle. Et donc, si je fais le prolongement, l'image de B va être B'. Et puisque je suis dans les conditions d'aplanétisme cette fois, je vais juste faire la perpendiculaire et je vais trouver que l'image A'B' est devant l'objet. Exactement, merci. Devant l'objet parce que, exact, le milieu 1 est moins réfringent, enfin l'air est moins réfringent que le verre. Parfait. Maintenant, si vous avez, et ça c'est le TD, si vous avez N et là N' avec N' par exemple, qui est plus petit que N. Méfiez-vous, l'image va être de ce côté-là. Mais on ne peut pas tout faire, je vous dis, on le fait les travaux dirigés, on va passer. Donc bien évidemment, avec les triangles semblables, je peux calculer rapidement que gamma est aussi égal à, voilà, la lame à face parallèle. D'accord ?